Une robe de la couleur du temps, de Jacqueline Kellen. De l'exil à l'envol. Le vilain petit canard, Andersen. Sommes-nous donc attachés comme des cerfs au sol que nous labourons? Ressemblons-nous à ces volailles timides qui n'osent quitter la basse-cour parce que c'est là qu'elles trouvent leur pâté? Friedrich Hölderlin. Où est mon pays? Quelle est ma vraie famille? Pourquoi les autres me rejettent-ils comme un étranger? Vers qui me tourner? Souvent les liens du sang oblitèrent ceux du ciel, au risque de faire oublier à l'âme d'où elle vient et en quel climat elle respire tout à son aise. Il en va ainsi pour une étrange créature sortie d'un gros œuf après une longue couvaison. Très vite, on l'identifie comme petit canard, puisque c'est une canne qu'il a couvé et qu'il éduque avec ses autres canetons. Puis on l'appelle vilain petit canard, parce qu'il ne ressemble pas aux autres, parce qu'il est trop grand. Même si la bonne mère canne le défend, le petit canard, raillé et persécuté par les autres volatiles, finit par s'enfuir. La quête commence, nécessairement solitaire. Le petit canard va faire des rencontres, voir du pays et traverser bien des épreuves avant de trouver le juste chemin et sa véritable parenté. C'est l'été. Dans les marais, il noue conversation avec des canards sauvages qui eux aussi le trouvent très laid et ne veulent pas s'allier avec lui. Puis avec deux jarres également méprisants. Mais voici que des coups de feu se font entendre et les jarres s'abattent, tués par des chasseurs. Effrayé mais averti, le petit canard poursuit sa route et court à travers champs. Le soir venu, il aperçoit une maison paysanne très délabrée et pour s'abriter se glisse à l'intérieur. Dans la masure vivent une vieille femme, un chat vaniteux et une poule qui pérore à tout propos. Tous les trois paraissent satisfaits de l'existence qu'ils mènent et de leur maison qui tombe en ruine. Comme l'intrus ne sait pas ronronner et ne pond pas d'œufs, comme il préfère plonger dans l'eau et respirer l'air frais plutôt que de rester enfermé et de se conformer aux habitudes de ses hôtes, il se sent à nouveau rejeté, incompris. Non, il n'est pas chez lui. Il prend alors une excellente décision. Je vais m'en aller dans le vaste monde. Et tout guilleret, le petit canard s'ébat dans l'eau, plonge et nage, se croyant dans son élément. Mais les divers animaux qui le voient le repoussent à cause de sa laideur. L'automne arrive avec son cortège de vent, de grêle et de mélancolie, avec ses feuilles qui virent alors avant de tomber mortes. Petit canard a froid et se sent triste, personne ne veut de lui, il n'est bien nulle part. Mais voici qu'un soir, au coucher du soleil, un grandiose spectacle lui est offert. Sortant des buissons, de grands oiseaux, au long cou et au plumage d'un blanc étincelant, s'envolent en poussant un cri étrange, et s'élèvent dans les airs très haut, très haut. Ces nobles oiseaux migrateurs, jamais le petit canard ne les avait vus auparavant. Il ne savait pas comment ils s'appelaient ni où ils allaient, et pourtant il les aimait comme il n'avait jamais aimé personne. Ébloui par leur majesté, il n'imagine pas pour autant que, laid comme il est, il pourrait faire partie de leur compagnie ailée. Il reste donc à nager dans l'eau de l'étang. Mais l'hiver approchant, il se sent de plus en plus isolé et malheureux. Il s'agite pour ne pas avoir froid, tourne et nage, mais l'eau finit par geler, et son corps se trouve pris dans la glace. Délivré par un paysan, le petit canard croit avoir enfin trouvé un gîte chaleureux quand l'homme le ramène dans sa maison. Mais les enfants du paysan veulent jouer avec lui, ils courent, crient, cherchent à l'attraper, et le pauvre errant a juste le temps de se précipiter dehors par la porte entr'ouverte, préférant à ce vacarme hostile la neige silencieuse et le froid, somme toute serein. L'hiver dure longtemps, offrant derrière sa détresse apparente un temps propice au recueillement et à la longue patience. Mine de rien, petit canard grandit,
et au premier chant de l'alouette qui annonce le printemps joyeux, d'un coup, sans réfléchir, il déploie tout grand ses ailes, s'envole et se retrouve dans un magnifique jardin parmi les lilas parfumés et les pommiers fleuris. Il ne sait pas où il est, mais il se sent bien, merveilleusement bien. S'approchent alors de lui, voguant sur l'eau, 3 cygnes élégants. Le petit canard reconnaît les oiseaux qui, un soir d'automne, dans le ciel empourpré, avaient pris leur envol pour de lointaines contrées. Et il est saisi d'une puissante nostalgie. Pourtant, cette fois, il ne se détourne pas et préfère les rejoindre au risque d'être, par eux, massacré, plutôt que de continuer d'être tourmenté par les canards, les chats, les poules et autres gens de la terre. Il nage vers eux, et en signe d'humilité, attendant déjà le coup fatal, il baisse la tête. Ce faisant, en regardant l'eau limpide, il aperçoit sa propre image, sa véritable image. Loin d'être une sorte de canard grisâtre et lourdeau, il a l'aspect noble et élancé d'un cygne immaculé. La métamorphose est accomplie, sa lignée est retrouvée. Ainsi, celui qu'on désignait avec méchanceté comme le vilain, et qui finissait lui-même par se croire d'une laideur repoussante, est accueilli et fêté par sa famille ailée, et trouve enfin le bonheur et la paix dans un jardin paradisiaque où sa véritable beauté est reconnue. Cela ne fait rien qu'on soit né dans une basse-cour si l'on est sorti d'un œuf de cygne, glisse simplement Andersen vers la fin du conte. Or, ce récit d'initiation ne concerne pas l'amélioration d'un statut social ou de ses relations familiales. Il ne se limite pas à une quête d'identité ni à un désir de reconnaissance. Son thème principal n'est autre que l'origine de l'âme, chue dans le monde matériel et désireuse de retrouver son ascendance céleste, sa vraie patrie, ainsi que les êtres spirituels qui y demeurent. Comme tout gnostique, comme tout mystique, le petit canard ressent un puissant et indéfinissable sentiment d'exil. Sur la terre, il n'est pas chez lui. Il ne trouve pas sa place. Il n'a pas d'amis qui le comprennent. Qui sont donc ceux-là qu'on appelle les siens, les proches, les semblables, les frères humains ? Malmené dans le lieu où il a éclos, il aspire à autre chose. Elle est étrange l'expression qui énonce qu'une mère donne le jour à un enfant, ou encore que le nouveau-né vient au monde. De quel jour, de quelle aube s'agit-il et de quel monde ? Ce monde-ci est incertain et périssable. Il est celui de la génération et du devenir, celui de la dégradation de toute chose et du déclin. Que peut-on bâtir durablement ? Qu'est-ce qui, en ce lieu de finitude, peut être préservé et sauvé ? Si toute chose s'avère périssable, ce qui importe n'est pas tant de naître, de venir au monde, que de ne pas mourir. Non pas en prolongeant indéfiniment le fonctionnement biologique du corps, mais en trouvant en soi ce qui échappe à toute mort, et qui est déjà là, mais recouvert, oublié. Autant dire, devenir vivant en accédant à une vie supérieure, au moi spirituel. Notre héros ne se livre pas à de telles réflexions métaphysiques. Il est encore bancal, mal dégrossi, et puis c'est un canard, du moins un présumé canard et non un être humain. En tout cas, il a la bonne idée de quitter la maison où ses frères, ses beaux-frères, le tourmentent, où la protection de sa mère adoptive, la gentille Canne, peut devenir douce prison. Bon gré mal gré, il faut quitter son nid pour voir du pays, faire ses propres expériences, se rencontrer soi-même, vivre avec les autres sous le regard des autres, est sans doute rassurant, mais cela empêche de se connaître soi-même, d'explorer ses ressources intérieures. En quittant le lieu où il est né, le milieu où il a été éduqué, le petit canard laisse derrière lui les habitudes et conventions familiales,
les certitudes et les préjugés transmis, tous ces conditionnements qui façonnent l'individualité extérieure et qui la rendent conforme aux autres. En partant seul sur les chemins, il va découvrir sa singularité précieuse en même temps que sa solitude, se dépouiller des mauvaises images qu'on lui infligeait et rencontrer sa vraie nature de cygne. Le long et difficile parcours du petit canard n'équivaut pas à une quête d'identité, à la recherche de ses géniteurs, de ses racines terrestres. Il évoque le voyage de l'âme qui, descendue dans le monde sensible, et mal à l'aise en cette basse-cour, recouvre après bien des péripéties sa nature céleste et rejoint son pays d'origine, où tout est beauté et lumière. Du point de vue gnostique, l'âme n'est autre qu'un enfant adopté par des parents charnels qui ne comprennent pas toujours ce drôle d'oiseau. C'est un être étrange et étranger qui ne se plie pas aux us de la tribu, qui cherche plus loin que la conscience commune. C'est cette différence qui excite les méchancetés et les jalousies, cette qualité d'être supérieur aux simples mortels, contents de leur sort ou encore résignés. Selon le mythe d'Air, que rapporte Platon au livre 10 de la République, c'est l'âme elle-même qui choisit sa famille terrestre, son canevas de vie, avant de se glisser dans un corps, de descendre dans le monde matériel soumis au temps. Elle choisit un type de vie en vue d'une mission ou d'une purification, mais il est aussi des âmes qui reçoivent le sort qui leur est attribué. Tout l'enseignement de Platon et des néoplatoniciens fait état de la préexistence de l'âme avant sa venue en ce monde terrestre et de son désir de regagner l'univers spirituel d'où elle vient. Cela diverge, bien sûr, de la doctrine du christianisme officiel, mais c'est une clé précieuse pour comprendre le sens caché des contes de fées. Les 4 saisons qui rythment le récit montrent que le pèlerinage du petit canard dure toute l'existence, qu'il est cette existence même. La vie est un voyage, la vie est un combat. L'avait-on oublié, cette sagesse proverbiale qui s'adresse à l'homme intérieur? À chaque saison correspondent des épreuves ainsi que les états d'âme du héros qui mûrit, se transforme. C'est à l'automne seulement que, voyant l'envol des cygnes sauvages vers les lointains, il ressent une poignante nostalgie, un fol élan d'amour, mais à l'appel qu'il entend, il n'est pas encore prêt à répondre. Du moins, cette vision, ces cris lancés par les merveilleux oiseaux blancs le bouleversent-ils, faisant surgir en lui une clameur qu'il n'avait encore jamais lancée, une voix de lui qu'il ne connaissait pas. On le sait, un canard ordinaire cancane, il émet des sons nasillards, tandis qu'un cygne chante, en particulier au moment de mourir, joyeux, comme l'assure Socrate dans le Phédon, de rejoindre le Dieu. Ici encore, il est question de l'âme immortelle qui se souvient de sa nature originelle et aspire à retrouver son pays véritable, qui ne figure sur aucune carte géographique. Les cygnes lui ont fait signe, mais le voyage sur Terre n'est pas terminé. D'autres épreuves s'annoncent qui font partie de l'entraînement spirituel. Avec la tentation majeure qui consiste à s'arrêter, à se résigner. Notre jeune héros a quitté le marais où l'on stagne. Il ne s'est pas attardé dans la masure qui s'écroule et sans le renfermer. Il n'a pas endossé un rôle d'utilité, pondre un œuf, ou de simple agrément, ronronner, qui le ferait apprécier des gens. Il a fui le bruit et le désordre du monde, sa fausse hospitalité, pour trouver refuge en soi.
Mais, à un moment, à bout de force et d'espérance et n'ayant nul ami, à part ces oiseaux inconnus trop vite envolés, il reste auprès de l'étang pour lequel il se croit fait, et il va y tourner en rond, se scléroser, jusqu'au moment où son cœur, ses ressources vives, son ardent désir se trouve pris en glace. La leçon est rude. Jamais le pèlerin ne doit cesser d'avancer, jamais il ne doit limiter sa haute aspiration avant d'atteindre le havre définitif. Dépouillé, libre de toutes entraves et illusions venues de l'extérieur ou de lui-même, Petit Canard est devenu grand. Il est seul, mais il est unique. S'il a rejeté et pourchassé ici-bas, c'est qu'il vient d'ailleurs, qu'il rappelle l'ailleurs. Il se sent en exil sur la terre parce qu'il est du ciel, et attendu, aimé par le ciel. Le petit canard a pris conscience de sa véritable nature que la condition terrestre étouffe le plus souvent. Il a accédé à sa souveraineté d'être spirituel. Aussi ce réveil puissant correspond-il au printemps et à son envol définitif. Il est un homme nouveau, et il s'élance vers le lieu que les oiseaux migrateurs, un soir d'automne, lui avaient désigné. Comme il a tardé à rejoindre ses amis, ses frères, mais il fallait tout ce temps pour apprendre et pour grandir, pour découvrir que derrière son apparence corporelle, et en dépit de l'opinion générale, il appartient à une haute lignée. Il a également affronté les 4 éléments, bien présents dans le récit, terre qu'il foule dès son enfance, feu des chasseurs, vent, eau des marais et de l'étang. Mais quel est l'élément qui convient à l'âme, si ce n'est l'éther impalpable, les mystérieuses hauteurs où disparaissent les signes étincelants? Un canard ordinaire est apte à marcher, à nager et aussi à voler quelque temps. Mais une envolée qui ne retombe pas sur le sol, qui s'arrache à la pesanteur de la condition terrestre, s'avère d'ordre spirituel. Un tel envol est irréversible. L'oiseau lumineux n'est devenu, le petit canard ne se meut plus dans... L'oiseau lumineux qu'est devenu le petit canard ne se meut plus dans les limites de l'espace et du temps du monde manifesté. Il aborde une 5e saison et arrive en un jardin délicieux. Où des signes, ses frères de lumière sont déjà présents. L'âme est enfin à demeure, elle a retrouvé son royaume. La connaissance acquise par le petit canard au fil des rencontres et des épreuves n'est autre que la révélation de son origine céleste. Elle éclaire son sentiment d'exil et de solitude parmi ses congénères, en un monde qui lui paraît bien étroit. Bien sûr, beaucoup restent dans leur enclos, se plaisent dans leur basse-cour, estimant qu'il n'y a rien d'autre ni de meilleur. Mais quelques-uns ont un désir plus vaste, un pressentiment puissant qui les pousse à chercher le pur domaine où leur âme refleurit. L'hérédité humaine rattache à la condition charnelle. Elle est un conditionnement, voire un déterminisme, tandis que l'héritage invisible transmis par la lignée céleste se révèle responsabilité et aussi délivrance. Sur terre, chacun est porteur d'une hérédité et dès sa naissance, il est limité, façonné par les nombreux conditionnements que représente une famille, une société, un pays, une époque, etc. Soit il accepte de n'être que cela, et il reproduit les schémas, reste dans son univers familier, se sentant en sécurité même s'il est asservi, soit il se dégage de ces divers conditionnements,
et cadre d'existence, de ses fausses identités, et devient capable de découvrir sa véritable nature, son individualité éternelle et apte à se relier à sa parenté spirituelle. Il est loisible à chacun de vivre dans la société des canards, ou bien dans la compagnie des cygnes majestueux. Mais l'être spirituel, que symbolise le cygne sauvage, ne se contentera jamais d'une existence de canard. Il ne s'adaptera jamais à la basse-cour, au marais ni à l'étang. Il ne se laissera jamais domestiquer. Sa fierté lui vaudra d'être esselé au milieu de ses dissemblables, mais lui permettra de reconquérir sa nature divine, de rejoindre la destinée de haut vol dont la troupe des canards boiteux le détournait. La métamorphose du vilain petit canard en oiseau de lumière, de l'habitant terrestre en être spirituel, nous rappelle une vérité précieuse. L'homme représente un état transitoire et provisoire. Il n'est pas le sommet et l'aboutissement d'une longue évolution qui le rendrait supérieur à tous les autres règnes, comme l'affirment les scientifiques. Mais il n'est pas non plus prisonnier d'une condition précaire et mortelle sans issue. Il est infiniment plus et sa vie vaut infiniment mieux, mais tant qu'il ne fait pas de différence entre sa condition terrestre et sa nature spirituelle, entre son existence de canard et son aspiration de cygne, il demeure ignorant et, malgré les apparences, malheureux. L'homme héberge ainsi un oiseau de passage, un oiseau migrateur, qui ne peut se résoudre au seul plaisir mondain, aux chétives ambitions terrestres. Mais s'il n'a pas pris conscience de sa dimension céleste, s'il ne lui est pas donné cette connaissance de soi qui ouvre l'espace intérieur et les mondes suprasensibles, il ne pourra émigrer vers d'autres lieux, ni recouvrer son immense liberté. Sur le chemin, des signes lui sont donnés, des guides le précèdent et le soutiennent, mais il doit avancer seul parce que son histoire n'est à nul autre pareille, parce qu'il est seul à répondre de son âme. On l'a compris, le conte d'Andersen en suggère beaucoup plus que les difficultés d'un enfant rejeté par ses frères et sœurs, mal dans sa peau, inadapté, qu'il faudrait socialiser selon le jargon à la mode. Le petit canard qui est fils de cygne n'a pas de problème de socialisation. Ce sont plutôt les contemporains, rivés à leur matérialité, de leur existence, qui ont des problèmes de ciélisation. De fait, le conte d'Andersen suit la trame de tous les apologues gnostiques parvenus jusqu'à nous, qui parlent de la descente de l'âme dans le monde et de sa remontée vers sa patrie bienheureuse. Il déroule les diverses étapes du voyage, chute de l'âme lumineuse, gros œuf de cygne, dans un univers étranger, œuf couvé par une canne, dans un monde matériel, apparenté à une basse-cour, où elle se sent captive, dans lequel on ne se reconnaît pas, vilain canard. Sentiment de l'exil, souffrance et incompréhension en un monde qui n'est pas le sien, qui la refuse même. Départ, début de la quête jalonnée de rencontres et de tentations, avec le risque de la résignation. Irruption d'un signe de l'autre monde, d'un appel bouleversant. Oiseau migrateur s'envolant au coucher du soleil avec des cris étranges, qui réveille l'âme en même temps que sa joie, enfin retour au pays originel, jardin magnifique, lumineux et fleuri, et retrouvailles avec les siens, cygne voguant à sa rencontre, ses compagnons d'éternité. Ce canevas se retrouvera plus ou moins dans d'autres contes de fées, puisque l'enjeu essentiel pour l'âme consiste à traverser le monde,
labyrinthe, forêt obscure, cage ou caverne, et à en sortir, à trouver le chemin du retour. Et la magie du conte, l'espérance joyeuse au cœur du pèlerin, vient du sentiment que le chemin n'est pas à jamais perdu.